Maxime Liédot. Il est 9h20 sur Sud Radio et l'actualité en plus ce matin concerne non seulement les conséquences du conflit qu'on connaît au Proche-Orient qui vont arriver en France, mais surtout toujours les mêmes conséquences, peut-être d'un contexte économique qui retombe toujours sur les mêmes que certains appellent les dindons. Bonjour Martial Liu. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Éditorialiste RTL M6, on peut vous entendre, mais là on peut surtout vous lire. Les dindons, comment on vole les classes moyennes, c'est aux éditions Robert Laffont, livre dont je recommande la lecture. Merci. Parce que notamment dans ce contexte, on apprend à quel point tout a forcément des conséquences, qui plus est économiques, et à quel point ça retombe toujours sur les mêmes. Déjà, qui sont les fameux dindons ? Les dindons, c'est ceux qui sont classe moyenne, mais c'est-à-dire ceux qui globalement travaillent, paient des impôts, jouent la carte de la redistribution et du modèle social français, mais en bénéficient quand même assez peu. Et petit à petit, la charge est plus lourde et les retours de moins en moins nombreux. Donc c'est ceux qui, là je le vois par exemple en faisant la promo du livre, je discute et j'ai des retours par les réseaux sociaux. Les dindons ont très bien compris que si on fait un chèque carburant ou si on commence à débloquer des milliards pour aider les Français à aller à la pompe, c'est eux qui vont le payer à la fin. C'est-à-dire qu'il y a une forme de lucidité, vous voyez. On sait très bien que à un moment donné, si vous faites comme la dernière fois 8 milliards de chèques carburant, ces 8 milliards, ils se retrouvent ou dans les impôts ou dans des taxes qui de toute façon sont payées par ceux qui le peuvent, c'est-à-dire les dindons. C'est-à-dire que même quand il y a une actualité internationale comme on est en train de la connaître aujourd'hui, avec des conséquences, on le voit sur le prix du baril, sur le prix à la pompe à essence, mais aussi directement dans les magasins avec certains aliments qui sont, on va dire, stratégiques, qui connaissent une hausse du prix, ce sont toujours les mêmes qui paient. C'est ceux qui peuvent, c'est ça le problème, c'est que si vous voulez, il y a un moment... Oui, mais eux vous disent on ne peut plus. On se rappelle il y a quelques mois du fameux Nicolas Quipé, mais voilà, Nicolas Quipé, il en avait marre de payer. Le problème, c'est qu'à un moment donné, on a de plus en plus de mal à payer, effectivement. Et puis, alors, il y a une multitude, c'est-à-dire que c'est une population, les dindons, qui a déjà peur pour ses enfants, pour l'avenir. C'est-à-dire que l'idée de la classe moyenne, c'est que mes enfants auront une situation sociale, financière meilleure que la mienne. Et ce pari-là, cette promesse, on va dire, républicaine là, elle est en train de s'essouffler. Et donc on a une population qui a peur et donc qui se protège de la peur et donc qui va aller stocker potentiellement du sucre et des pâtes alors qu'il n'y a pas de raison d'être en ce moment, qui va aller faire le plein à la pompe à essence et potentiellement provoquer une forme de pénurie alors qu'il n'y a pas de raison. Voilà, et qui est victime en plus des arbitrages. On l'a vu au cours de ces dernières semaines, les grandes surfaces ont très bien compris ce qui s'était passé en 2022 avec l'Ukraine, ont répercuté tout de suite, alors qu'il n'y avait pas de raison, le prix à la pompe de ce qui se passait sur le prix du baril. C'était une aberration en soi, mais qui l'a payé ? Ceux qui avaient très très peur et qui justement, sans prendre garde à tout ça, allaient faire le plein et payer 20 centimes de plus un plein qui n'avait pas lieu d'être. Mais vous savez aussi les réactions qu'on entend notamment depuis quelques jours, et ça rejoint totalement la mécanique que vous développez dans votre livre, justement, Les dindons, comment on vole les classes moyennes, qui est qu'au bout d'un moment, on a le sentiment de regarder l'État, et alors quand il ne s'agit pas de distribuer un chèque ou de faire perdre de l'argent, tout le monde dit c'est très bien, mais l'État il peut faire quoi en fait ? C'est-à-dire que l'État, pour l'instant, en tout cas, on le sent comme ça relativement fragile, relativement faible par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. Et avec comme seul ressort possible la possibilité de faire remonter des impôts ou des taxes qui effectivement sont payés par ceux qui paient à chaque fois. Et c'est ça la difficulté, si vous pour bien comprendre, les classes moyennes, ce sont des gens qui sont attachés à des valeurs qu'on retrouve souvent. Je dis c'est pas une question d'argent en fait, classe moyenne. C'est une question de vision du monde et de la société. J'allais pas dire le mot ressenti parce qu'il a été galvaudé, mais de sensation financière, c'est-à-dire de se dire à un moment tiens, je ne peux même plus, je dois faire gaffe vraiment à tous les prix, je peux même plus peut-être me tolérer le petit restaurant qui était devenu la norme pendant un temps, une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Et avec des valeurs communes. C'est-à-dire que ce qui a constitué les valeurs des classes moyennes, c'est la famille, le fait d'être très attaché aussi à son pays, au fait de voter, d'être attaché à la réussite par le travail. Donc une sensation de méritocratie. Ces valeurs qui font qu'on croit on croit en l'avenir, on croit au progrès, on croit au travail. Voilà. Et ça, c'est petit à petit, chacune de ces croyances très fortes de la classe moyenne sont sapées par
la vie, par l'environnement, par l'incapacité parfois de l'État à pouvoir répondre à ça parce qu'il y a un endettement colossal. Je veux dire, les classes moyennes sont celles qui paient le plus lourd tribut de ce surendettement de l'État aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsque vous devez mettre l'État le premier budget dans le remboursement de la dette accumulée depuis 50 ans, eh ben vous pouvez pas le mettre dans l'éducation, dans l'hôpital, dans les services publics, et c'est précisément ce que demandent les classes moyennes, c'est-à-dire que leurs impôts puissent servir de façon très concrète à préparer l'avenir, à préparer l'intelligence artificielle, à préparer les défis industriels de demain pour leurs enfants, et qui ne peuvent plus être pris en charge par l'État parce qu'il est en train de rembourser sa dette. Justement, la sensation que vous décrivez et que j'imagine beaucoup de tous ceux qui nous écoutent sont en train de ressentir peut-être encore davantage avec tout ce qui se passe notamment au Moyen-Orient, c'est qu'à un moment dans le livre, vous prenez certaines théories, c'est-à-dire que vous opposez à ce que certains appellent la peur du grand remplacement à la peur du grand déclassement. C'est-à-dire que c'est une théorie selon laquelle tout d'un coup, on a l'impression de ne pas avoir réussi ce pari-là, d'avoir eu une meilleure vie que nos parents, d'avoir passé une échelle supplémentaire. D'avoir touché le plafond de verre. C'est-à-dire que d'être monté et de ne plus pouvoir aller plus haut, et surtout que les enfants pourront pas aller plus haut non plus. Et c'est intéressant parce que quand on dit la peur du grand remplacement, c'est l'idée que une autre culture, une autre expérience de vie, une autre histoire que celle de la France éternelle est en train de nous remplacer. C'est ça l'idée. Bon. Et moi, je me suis dit, mais en fait, c'est la même peur des deux côtés. Y compris chez ceux qui sont issus de familles présentes en France depuis des générations, voire des siècles, et ceux qui sont issus de familles venues de l'immigration post-Seconde Guerre mondiale. Pourquoi c'est la même chose? Tout simplement parce que les classes moyennes, elles ont la même durée de vie. Elles sont apparues juste après la Seconde Guerre mondiale, en même temps que l'immigration qu'on a fait venir en France pour pouvoir reconstruire le pays. Et donc aujourd'hui, vous avez la troisième génération, on est seulement la troisième génération de classe moyenne, comme vous avez la troisième génération issue de l'immigration post-Seconde Guerre mondiale. Et ces deux populations ne donnent pas forcément les mêmes causes ni les mêmes réponses, mais moi je l'affirme, ont la même peur, c'est-à-dire la même peur du grand déclassement et pas du grand remplacement. La peur de ne plus pouvoir évoluer socialement. Justement, sur cette peur du grand déclassement, vous évoquez de nombreux sujets. Alors ça peut être bien sûr l'épargne, tout d'un coup qui est une traduction en tout cas de ce sentiment, mais il y a également des choses très concrètes qui sont très importantes dans la vie des Français, où vous dites qu'ils n'y ont plus du tout le même accès. J'aimerais qu'on s'arrête sur les deux exemples très précis que vous fournissez, à commencer notamment par la voiture. Typiquement, sur la voiture électrique, vous êtes excessivement sévère, c'est-à-dire que vous dites qu'en gros, la classe moyenne a été globalement très fidèle à la voiture, mais que même si elle veut aujourd'hui faire l'effort de rouler un peu propre, d'éviter de se taper énormément de taxes, d'éviter de payer cher au quotidien dans les assurances sur tout ça, en fait elle est progressivement exclue clairement du marché automobile. Mais je dis que la voiture est un marqueur très fort de la classe moyenne, c'est indispensable dans 80% des endroits de ce pays, et il y a déjà un discours très culpabilisateur qui émane d'une toute petite minorité qui habite dans les très grandes villes et qui peut effectivement se passer de la voiture. Et c'est cette voix-là qu'on entend plus que celle du Français moyen qui doit prendre sa voiture tous les jours pour pouvoir se déplacer. On le voit encore plus aujourd'hui. Mais surtout, je dis, et là-dessus je suis à peu près le seul, mais il y a un piège sur le véhicule électrique et surtout le leasing social qui a été mis en place. Et souvent, depuis pratiquement 50 ans, depuis 45 ans, on a parfois de bonnes idées politiques qui partent d'un bon sentiment, mais qui se traduisent comme un piège pour les classes moyennes. Pourquoi est-ce que pour moi le leasing social est un piège? Parce qu'on promet à ces familles de classe moyenne qui veulent rouler propre, qui ont acheté des diesels il y a 12 ans parce qu'on leur disait c'est mieux, ça émet moins de CO2 quand même, et on bonusait. Mais ce sont les mêmes. C'est les mêmes. Ils roulent en diesel aujourd'hui, on leur dit vous êtes des mauvais citoyens. Donc cette population-là, on lui promet un leasing à 100 € par mois pour une voiture électrique. Très bien. Mais cette voiture-là, déjà, elle est neuve. Donc il va falloir qu'il la paie avec une assurance adossée qui est une assurance 100% et pas une assurance au tiers comme quand vous roulez avec une voiture de plus de 8 ans. Donc déjà, c'est beaucoup plus cher que 100 €. Mais surtout dans 3 ans, lorsqu'ils vont arriver au bout du leasing, on va leur dire, il y a une valeur résiduelle sur cette voiture de 12, 13, 14, 15 000 €. Vous pouvez les mettre? Ils pourront pas les mettre. Donc, ils vont se retrouver obligés de reprendre un leasing normal et vont s'enfermer dans ce leasing pour un véhicule électrique qui répond pas à 100% à leurs besoins parce que vous partez pas pour l'instant encore en vacances avec une voiture électrique. Et puis, le dernier point, et j'aimerais qu'on en termine par là parce qu'il est réellement symbolique dans ce sentiment aussi de déclassement, vous accordez de nombreuses pages sur l'immobilier et vous écrivez notamment qu'aujourd'hui, et cette statistique, je pense qu'il faut la répéter, notamment à l'approche du débat présidentiel, c'est-à-dire qu'un jeune couple aujourd'hui a 3 fois moins de chances de devenir propriétaire que ses grands-parents au même âge. Et
vous en profitez aussi pour montrer que les conditions d'accès au crédit, avec la hausse des loyers, le durcissement du marché, ont totalement transformé la propriété. Ça, forcément, ça participe au sentiment de déclassement de ces fameux dindons. Ça fait 10 ans qu'on détricote le marché de l'immobilier. En fait, c'était la vision d'Emmanuel Macron lorsqu'il a été élu, c'est que c'était une rente l'immobilier, que ça ne nourrissait pas l'économie. Donc on l'a détricoté, l'immobilier, et on se retrouve avec une crise. Énorme erreur d'analyse. Donc aujourd'hui, effectivement, vous avez un immobilier qui est à la peine, des critères d'accès qui sont compliqués, et de toute façon, c'est vrai que ça crée même un clivage avec ceux qu'on appelait ou qu'on appelle les boomers. Parce que c'est vrai que cette génération qui est née après la Seconde Guerre mondiale a pu s'acheter sa maison entre 10 et 15 ans. Aujourd'hui, il vous faut 25 à 30 ans pour payer votre maison, et encore les conditions d'accès sont compliquées. Et pour un jeune couple qui démarre dans la vie, et quand on est classe moyenne, la maison c'est central, eh bien vous avez du mal à accéder au crédit, et vous avez du mal aussi à accéder à une location et à un loyer, parce que vous n'avez pas non plus un parc locatif suffisamment important. Donc on est sur un l'immobilier système bloqué. Est totalement saturé, et pour tous ceux qui s'intéressent à ces questions-là, qui plus est dans la période, je recommande donc ce livre de Martial You aux éditions Robert Laffont. Ça s'appelle Les Dindons, comment on vole les classes moyennes. Et je vous remercie d'être venu Maxime. Ce matin dans le studio de Sud Radio. Dans un instant, c'est notre rendez-vous, amis auditeurs, 0826 300 300. On discute ensemble, on échange, vous nous interpellez, vous réagissez à ce sujet d'actualité pendant près d'une demi-heure. Vous avez la parole au Standard Sud et votre radio. On va s'intéresser à ce premier soldat français mort du côté de l'Irak. Visiblement, le président de la République a décidé de prendre, bien sûr, toute sa prudence. Il ne sait pas encore s'il va riposter, mais en tout cas, ça met quand même une petite musique en fond de ce conflit qui s'intensifie encore, parce que visiblement, il y a quelques navires de débarquement qui sont en route depuis les États-Unis jusqu'en Iran. En tout cas, ce sont les premières images et les informations de médias américains. Mais nous, on va se concentrer sur la mort de ce soldat français. Est-ce que ça ne fait pas mettre un doigt dans l'engrenage du côté de la France? Est-ce qu'on ne va pas devoir s'engager davantage? Je pose la question crûment, mais après la première mort, cette mort de ce soldat français, est-ce qu'on doit se préparer à mourir pour aller faire tomber le régime des mollahs? C'est en tout cas la question qu'on va se poser. 0826 300 300. À tout de suite.